3 mai 2024, l'humanité célèbre la liberté de la presse au Congo, et pour cette émission, le dictionnaire politique, nous la consacrons donc, on va dire, à l'urgence de la médecine, je puis le dire, puisque la thématique de cette année, en ce qui concerne cette journée, c'est la crise environnementale et urgence du journalisme. Et moi, je parle ce soir de l'urgence de la médecine. Et sur ce plateau, je reçois le professeur Itoa Clotaire. Donc, j'ai deux professeurs sur ce plateau. Le professeur Itoa Clotaire, directeur de l'enseignement recherche et éthique au CHU. Le professeur Atipo Tiba, coordonnateur du bloc opératoire et chef de service d'ophtalmologie et toujours au CHU. Bonsoir, professeur. Bonsoir, journaliste. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et vous qui nous suivez en direct, merci d'être là. Merci de partager le contenu, d'inviter les autres à suivre cette émission et surtout de vous abonner. Cher professeur, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler, surtout en cette journée consacrée à la presse, parler de l'urgence du CHU, sinon des missions du CHU. Ma première question est celle de savoir, j'ai envie de savoir ce soir, est-ce qu'on peut comprendre réellement les missions principales du CHU de Brazzaville et son rôle dans le système sanitaire au Congo? Merci, monsieur le journaliste. Alors, parler du CHU de Brazzaville, dans ses missions, on retient principalement 3 missions. La première, c'est assurer la prestation des soins de qualité. La deuxième est en rapport avec la formation. La formation des apprenants en sciences de la santé et aussi des métiers qui sont apparentés en sciences de la santé. Et enfin, la troisième, c'est assurer la recherche biomédicale. Alors, professeur Atipo Tiba, est-ce qu'aujourd'hui le CHU joue réellement son rôle par rapport à ce que vient de dire le professeur Itoa Clotaire? Est-ce que ses missions sont respectées à ce jour? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Aujourd'hui, le CHU joue ses 3 rôles. Maintenant, il faut tenir compte du contexte. Le contexte que nous avons, c'est pas un contexte qui est facile dans le cadre de l'exercice que nous faisons au CHU de Brazzaville, mais nous partons de l'existant, donc nous partons avec ce que nous avons pour pouvoir améliorer. Je vous dis déjà que moi-même, j'ai été formé en médecine générale ici, donc j'ai fait mes stages hospitaliers au CHU de Brazzaville, et je dis que quelque part, il y a un léger frémissement dans le bon sens, aussi bien dans le sens des soins, dans le sens de la recherche, et dans le sens de l'enseignement, comme on a dit, comme mon maître a dit, le professeur Itoa Clotaire. Oui. Voilà, nous sommes dans la présentation du CHU, de ses missions. Il y a une autre question, c'est celle des services et des spécialités médicales que dispose le CHU de Brazzaville, et comment ceci bénéficie-t-il je parle bien des services, à la population? Ok. Le CHU, pour vous situer, c'est le plus grand établissement au sommet de la pyramide sanitaire. Et que le CHU, quand on dit le plus grand établissement et au sommet de la pyramide, ça veut dire que en bas, en intermédiaire, il y a des hôpitaux de référence, des hôpitaux de base. Et plus en bas encore, il y a ce qu'on appelle les centres de santé intégrés, que ce soit à paiement standard ou élargi. Et que quand on dit le CHU joue un rôle, en tant que centre de référence, tout le monde se réfère au CHU. Par la qualité, non seulement de ses prestataires, qui sont des ophtalmologues universitaires, qui sont les professeurs des universités. Il ne s'agit pas d'un titre qu'on ramasse de la rue. C'est après tout un processus. Et donc, tout le monde se réfère au CHU. Qu'on soit en privé ou en public, le dernier recours, c'est le CHU. Et je peux vous rassurer que le CHU joue ce rôle en tant qu'établissement qui regorge la qualité. Donc, et quand vous allez-y, professeur. Oui, j'aimerais enchaîner sur le rôle de l'enseignement. Le CHU est par excellence le seul centre qui forme par excellence les étudiants en formation initiale et postdoctorale, c'est-à-dire que nous avons une faculté de médecine. Tous ces étudiants
Moi-même, avec le professeur Atipo, faisons partie de ceux-là qui ont été formés à la faculté de soins de la santé et par ricochet au CHU. Nous avons des étudiants en formation postdoctorale, ceux-là qui deviennent des spécialistes. Et à ce jour, le CHU reçoit 11 étudiants, je dis par groupe de spécialité. Et en dehors des étudiants à la faculté des soins de la santé, vous avez les élèves de l'école paramédicale, qu'on appelle communément l'UCABU. En réalité, c'est l'école paramédicale, mais qui regorge également le personnel infirmier, le personnel des services sociaux qui sont formés au CHU. Et donc, quand on comptabilise tous ces étudiants, en ajoutant ceux qui viennent en formation continue, on a par exemple nos collègues qui sortent de Cuba, qui doivent avoir ce qu'on appelle le mentorat, faire un stage. Eh bien, quand on regorge tout ça, on est à peu près à 1200 apprenants au CHU. Est-ce que vous imaginez 1200 apprenants? Donc, le CHU joue son rôle. Sur la recherche, en tout cas au Congo, jusqu'à ce jour, c'est le seul CHU. Donc, c'est le CHU où la recherche se fait, la recherche médicale, bien entendu, la recherche opérationnelle se fait, et c'est cette recherche qui permet d'avoir tout ce que vous avez comme données de la politique sanitaire congolaise. Et tout ce que vous avez aujourd'hui dans la valorisation, dans la promotion des enseignants-chercheurs. Professeur, c'est vous qui le dites, hein, mais parmi les mots qui minent le CHU aujourd'hui, même en bonne place, sinon au bas de l'échelle, sinon à la tête même de cette liste-là, on parle bien de la formation, la qualité de la formation. On peut bien comprendre que le CHU forme, fait des recherches, mais là, on parle de la qualité de la formation. Et souvent, on dit que vous qui êtes là-bas, on parle d'un nouveau douteux des prestataires. Sinon, je n'ai pas envie de parler des professeurs, mais des médecins d'une manière générale. Nous avons suivi l'inspecteur général de la santé déplorer même le niveau de certains de vos collègues, mais vous nous dites ici sur ce plateau que les formations se font, les recherches se font et sans problème. Que dites-vous à ceux qui doutent encore jusqu'aujourd'hui du niveau, sinon qui doutent de la qualité de la formation au sein du CHU? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je laisserai d'abord en premier que ce soit le professeur Itoa, qui est directeur de l'étude de la recherche scientifique en répandre. Voilà. Moi, je pourrais ajouter quelques éléments. Professeur, bien, okay. Merci. Donc, avant de répondre, je voudrais qu'on suive rapidement le docteur Matete que nous avons reçu sur ce plateau. Il aborde même aujourd'hui ce que devient le CHU aujourd'hui. Docteur, mais quel est le regard que vous avez du CHU aujourd'hui par rapport à ce que vous faites? Alors, c'est l'hôpital de référence. Hein. Quand j'ai commencé les études de médecine au CHU, il y avait déjà l'ébauche, l'embryon, on va dire, de la biologie de la reproduction avec le docteur Diafouka, le docteur Silou et Loko Mafuta. Aujourd'hui, 30 ans après, je constate qu'il y a du recul. Au lieu qu'on avance, on recule. Et c'est le privé qui prend le relais. Je pense qu'on devait, comme l'a dit le cher maître, c'est regarder comment réorganiser les services dans le CHU. On est resté dans les schémas classiques où on a un grand service je vais prendre l'exemple de la cardiologie, alors que ça ne devait plus être comme ça devait être optionnel, comme dans le domaine qui est le mien, la gynéco, vous avez un très grand service avec 2 grands bâtiments, dans 2 grands niveaux. Ça ne devait pas fonctionner comme ça. On devait avoir des unités de célioscopie, d'hystéroscopie. Les gens devaient aller dans la microspécialité parce que c'est le summum de la médecine ici au Congo. Nous venons de suivre le docteur Matete qui a d'ailleurs une clinique au cœur de Brazzaville. Vous l'avez suivi. Quelle est votre réaction? Je parlais tout à l'heure de la qualité de la formation et des recherches. Ok, je vais d'abord rebondir tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur monsieur l'inspecteur général de la santé, qui par ailleurs, monsieur le professeur Bileko, qui est mon maître, qui est enseignant, chercheur, qui lui-même est chef de service et coordonnateur de DS de rhumatologie. Donc, quand vous me dites tu doutes de la qualité, lui-même il est acteur. Et je vous laisse donc comprendre que est-ce que c'est une autoflagellation? Moi, c'est quand même un peu étonnant. Si c'est lui qui a dit ça, puisque c'est vous qui m'avez dit, ça m'étonnerait qu'il doute
de la qualité des appels. C'était public, hein. Il avait réuni la presse pour parler, déplorer même l'accès à certaines formations, des concours et tout cela. Bon. Ok. Qu'à cela ne tienne, ce que a dit monsieur le docteur Matete, qui était un gynécologue, c'est ici on passe. Quand il parle des années 30 ans auparavant, j'étais étudiant à la faculté de la science et de la santé, il dit ça à l'époque, et j'étais en 5e année. Et lui, je pense, il devait être, s'il n'était pas en première année, il devait être au lycée. Donc, vous voyez qu'il est très mal placé pour juger du CHU de 1994 à aujourd'hui. Mais n'a-t-il pas raison dans ce Mais qu'il dit, je vous dis, ouais. En 1994, il n'y avait pas de soloscopie. Il parle de la soloscopie. Fausse modestie. Celui qui pratique la soloscopie, c'est votre serviteur. Puisque vous êtes gynécologue, obstétricien aussi. Oui. Je vous dis, oui. Fausse modestie, c'est votre serviteur qui pratique de la soloscopie. Mais il y a 30 ans, il n'y avait pas de soloscopie. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de scanner. Il n'y avait pas d'IRM. Il y a 30 ans, il y a des spécialités qui n'existaient même pas. On entendait dire, on disait il faut aller à l'étranger. Il y a 30 ans, il n'y avait pas un service d'hématologie. Il n'y avait pas un service de rhumatologie. Il n'y avait pas un service qui s'occupe de la neurochirurgie au CHU. Donc, si on peut dire, même le personnel n'est pas le même il y a 30 ans. Donc, pour vous dire que, bon, ça n'engage que les auteurs. Vous savez, nous, on est dans une attitude responsable. Parce que la population congolaise a besoin de nous, a besoin du CHU. Et quand vous voulez comparer un établissement public, c'est comme vous. Si vous devez vous comparer à Télé Congo, ça n'engage que vous. Donc, se comparer au CHU en 2024, parce qu'on a une structure privée, je pense que si je vous dis la différence, ce CHU, on parle du CHU, hein, oui, on parle du CHU. Qui est sur une superficie de 22 hectares, qui a 2000 agents, plus de 2000 agents. Est-ce que vous imaginez? Et on veut comparer à une structure privée. Mais professeur Atiko Tiba, oui, on fait. Voilà. Je vais très compléter ce que mon maître a dit, le professeur Itoa. Bon, quand le docteur Matete parle de formation, le professeur Itoa l'a bien dit, il y a 30 ans, il n'y avait aucune formation. Le docteur Matete a été formé au CHU de Brazzaville. Aujourd'hui, nous qui sommes des acteurs au niveau du CHU de Brazzaville, on est là pour essayer de faire au mieux. Docteur Matete a fait sa formation de gynécologie au CHU de Brazzaville. Nous avons travaillé au CHU de Brazzaville, mais nous avons vu aussi ailleurs ce qui se passe. On essaie de faire au mieux sur l'existant. Critiquer de l'extérieur, c'est facile. Je pense que aujourd'hui, vous entendez des sons discordants des médecins de CHU, mais en général, c'est des médecins qui, quelquefois, sont abonnés absents au CHU, dans la réalité. Quand nous faisons le concours d'agrégation, on nous dit toujours, faites le maximum avec le minimum que vous avez. Aujourd'hui, nous essayons de faire le maximum. C'est-à-dire que si on avait ce raisonnement-là, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas de spécialité, parce qu'on dit, bon, il faut qu'on ait tous les appareils pour pouvoir le faire. On essaye de faire avec ce que l'on a, et je pense quelque part, on a des bons résultats. Prenons l'exemple simplement de la gynécologie obstétrique. Le professeur Itoa maîtrise mieux la situation que moi. Aujourd'hui, la mortalité de la mère et de l'enfant a significativement diminué grâce à cette formation de gynécologie obstétrique qui est au CHU de Brazzaville. On est aujourd'hui à Brazzaville, quadrillé quasiment partout. Dans tous les centres, on a des spécialistes en gynéco-obstétrique. Donc, c'est pas parce qu'on anime une structure privée, et bon, on a des intérêts particuliers, qu'on nie ce qui a été fait avant. Donc, je pense que quelque part, il faut que les gens voient également ce que le CHU arrive à faire. Est-ce que dans ce que dit le docteur Matete, il n'y a pas quand même des bribes de vérité, puisque nous nous appuyons aussi sur les témoignages des populations. Aujourd'hui, le CHU est dénommé, vous le savez, le CHTU. Tout le monde, ou presque, la plupart des Congolais ont peur quand on quitte un hôpital de base pour le CHU. Et souvent, on se dit donc c'est les derniers instants de son existence. Alors, mais vous nous dites aujourd'hui, nous donnez des informations qui paraissent contraires à ce que pense la population. Est-ce que c'est la population qui ne voit pas ce que vous faites, ou bien vous ne voulez pas nous dire la vérité aujourd'hui, que le CHU a réellement des vrais problèmes? Et c'est toujours le professeur Matete qui le disait dans cette émission, que le CHU est totalement en déphasage avec la modernité concernant votre domaine. J'aborde une partie et puis je laisserai mon maître compléter. Vous voyez, comme je dis, quand on est loin de la réalité, quand on a des a priori, on donne des choses qui sont fausses. En venant d'ici,
pour cette émission, je me suis dit peut-être qu'il n'était pas forcément indispensable de donner des chiffres, mais je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner des chiffres, des faits que je maîtrise. Des chiffres notamment dans le service d'ophtalmologie et dans le service de bloc opératoire, là où je suis coordonnateur. Le professeur Ngombe est DG du CHU depuis à peu près 2 ans. Je veux partir du service d'ophtalmologie. Nous étions, il y a 2 ans, à moins de 50 consultations par jour. Par mois, excusez-moi. On était à moins de 50 consultations par mois. Parce que là, on a quitté le côté de la recherche. Vous avez parlé de la population, on parle des soins. Aujourd'hui, grâce à l'équipement et à l'accompagnement de la direction actuelle du CHU, nous sommes à plus de 500 consultations par mois. Mais les gens qui sont à l'extérieur ne se rendent pas compte des efforts que nous faisons. Ça, c'est sur le plan des consultations. Je vais vous donner sur le plan du bloc opératoire. Le service d'ophtalmologie était un service où on pouvait passer tout un mois sans pour autant opérer. Grâce aux machines que la direction actuelle du CHU a mis à disposition du service d'ophtalmologie, nous arrivons à opérer particulièrement la cataracte et le glaucome comme ça se fait en France. Les gens ne le savent pas. Vous avez des médecins qui passent le temps dans des réseaux sociaux. C'est normal, et tout le monde écoute, tout le monde regarde ce qu'il fait, mais nous, on ne passe pas dans les réseaux sociaux. Vous venez au CHU actuellement dans le service d'ophtalmologie. Ce matin, par exemple, j'étais au bloc opératoire. Et au bloc opératoire, j'ai opéré des cataractes avec la technique qu'on appelle la phacoemulsification. Si vous demandez à ceux qui sont à l'extérieur, la phacoemulsification, aujourd'hui, c'est le gold standard en matière de chirurgie de la cataracte. Mais cette machine, nous avons acquise il n'y a même pas une année. Et c'est grâce à la direction du professeur Ngombe et à son accompagnement. J'ai opéré également des cas de glaucome, c'est grâce à son accompagnement. Donc, ça veut dire que quelque part, la critique, elle est facile. Mais la réalité et les faits, c'est des choses qui sont plutôt têtues. Donc, de la part des médecins qui travaillent, pour certains au CHU, de critiquer, je vous dis simplement une chose, vous posez-leur la question, quelle est votre activité réelle au CHU? Avant de venir critiquer, qu'est-ce que vous faites réellement au CHU? Le DG actuel du CHU, le professeur Ngombe, est à l'hôpital tous les jours à 7h30. Nous, on sait qu'il est à 7h30 parce qu'on est là à 7h30. Mais posez la question aux médecins qui viennent critiquer, ils sont à l'hôpital à quelle heure? Quelle activité ils ont dans leur service? Quel est le résultat des travaux dans leur service? Voilà. Merci. Ouais. Professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que tout à l'heure, j'ai suivi avec intérêt le docteur Matete, hein, que je connais bien. Il a dit le CHU, c'est l'hôpital de référence. Oui. Ça veut dire que lui, dans sa clinique privée, il envoie au CHU. Vous lui posez la question, depuis que 2023, 2024, il allait envoyer combien? Il envoie tous les jours. Il semble dire qu'il a tout ce qu'il faut. Non, il ne peut pas avoir une tout des ce meilleures qu'il faut. cliniques. Monsieur le journaliste, soyez rassurés. Et rassurez aussi le peuple que lorsque quelqu'un vomit du sang à mort, au point où il perd connaissance, il n'y a pas un établissement. On va l'envoyer au CHU. Lorsque quelqu'un convulse, il est en train de convulser à mort. Monsieur le journaliste, tout le monde envoie au CHU. Ne vous en faites pas, ils ont 0 décès. On ne peut revenir. Ne vous en faites pas, ils ont 0 Vous décès. réussissez quand même à sauver ceux qui vomissent du sang. Parce que, regardez, le plus grand service de réanimation, c'est au CHU. Comment pouvez-vous imaginer que les cas graves sont traités dans les cliniques privées? Ils ont quel matériel? Ils ont quelle réanimation? Non, ils font ce qu'on appelle, dans notre jargon. Mais quel est réellement le niveau de satisfaction? C'est très bien, le CHU, tout le monde sait que c'est l'hôpital de référence. Oui, nous, c'est le 3e degré, comme on le dit. Mais est-ce que le niveau de satisfaction des patients qui entrent au CHU dans ces états de vomissement de sang, oui, bien sûr, comme vous le dites? Là, maintenant, on va voir, vous savez, on peut compter, hein, les chiffres. En réalité, il faut aller dans l'analyse. En se disant que qui vient au CHU et qui vient mourir au CHU. Parce que vous soulevez là un problème de développement. Quelqu'un qui est malade, qui perd le temps, chez les tradipraticiens, chez les religieux, vous savez qu'aujourd'hui, on obstalise même chez les religieux. Mais parce que l'État change, on envoie au CHU. Mais toutes ces personnes-là, qui perdent aussi dans les cliniques en question, mais je vous assure, ça perd le temps. Donc, il faut qu'on analyse. Quand on dit le CHU est un hôpital de référence, donc il y a un lot qui vient parce que référé, parfois pour la 2e, 3e fois. C'est-à-dire, on est dans un petit centre, on va dans une clinique, on revient dans le centre, et je vous assure, il faut qu'on fasse l'analyse. Cet enfant qui est malade depuis 1 mois, par exemple,
qui, à quelques minutes de la mort, doit venir au CHU. Parce que les parents ont eu peur d'aller au CHU. Non, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu peur. Et parce qu'il y a d'abord un problème, je vous assure, les problèmes de santé, c'est d'abord les problèmes de pauvreté. Pauvreté, bien sûr, des questions d'argent, mais pauvreté aussi dans ce qui est culturel. Vous savez, c'est à vous aussi d'éduquer cette population. Lorsqu'on a un problème, on doit d'abord aller à l'hôpital. Mais dire que le CHU assume parce que le CHU voit venir tout le monde. Mais non, si on veut faire une étude en disant les personnes qui viennent directement au CHU parce qu'ils sont malades et ceux qui sont référés dans des états graves, on pourra vous dire que on sauve des vies humaines. Est-ce qu'on peut imaginer que tout le monde qui rentre au CHU meurt? Vous pouvez imaginer ça? Que tout le monde qui rentre au CHU meurt. La majorité, oui. Non, mais il ne faut pas dire la majorité, parce que le taux, parce que nous parlons chiffres. Oui. Je peux vous donner le chiffre. Ça, c'est 2023. Lorsqu'on parle de la mortalité en question. La mortalité hospitalière est de 10,11%. Quand on dit 10,11%, ça, c'est un chiffre. Maintenant, on va aller dans les détails. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent rien qu'à l'arrivée, aux urgences? Non, nous n'ignorons pas qu'il y a des morts. Non. Est-ce qu'on peut imaginer que les Congolais quittent chez eux? Ils ont étudié, aller au CH que pour voir les morts. Non. Les chiffres, vous êtes journaliste, on peut faire ce qu'on appelle les statistiques des hôpitaux. Vous allez voir que les hôpitaux, dans les hôpitaux périphériques, ils ont moins d'1% de décès. Mais parce que dès qu'ils voient la mort, ils envoient au CHU. Voilà la réalité du CHU. Mais nous ne disons pas que on a tout. Voilà, le directeur général du CHU, je peux le citer, il y a un mot, on appelle efficience. Oui. Avec le peu, on peut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas dire que dans un pays, on voit le développement, qu'il y a tout, franchement. On ne peut pas dire ça. Mais vous allez suivre l'un de vos collègues, hein, Jean-Bernard Nkwambon, qui est aussi chef de service et même directeur au CHU. Nous allons le suivre, ce qu'il pense, qui donne un avis contraire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. On va le suivre. Je ne fais pas de commentaires. Dans quelles conditions vous travaillez, vous, dans votre service? Les conditions sont très difficiles. Tu sais, nos malades, pour la plupart, sont des pauvres. C'est des gens qui n'arrivent pas à suivre ce qu'on leur demande de faire. Déjà, réaliser les bilans, c'est très difficile. Et nos traitements sont très, très coûteux. Vous savez, nous étions le premier pays en Afrique noire à avoir un centre de cobaltothérapie, c'est-à-dire un traitement qui consiste à brûler les cellules tumorales. Mais on n'a plus cet instrument-là. Donc, les non-malades, nous les évacuons pour la radiothérapie. Ils partent à Kinshasa, ils partent au Maroc, ils partent à gauche, à droite. Mais c'est dommage que nous n'ayons pas cet instrument-là. Mais il faut se battre pour l'avoir. Je ne fais pas de commentaire. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il a dit. Bon, vous avez présenté le professeur Nkwambon comme étant un des directeurs. Oui. Au CHU, chef de service. Donc, il a le même profil que moi. Il dit la vérité quand même. Je suis directeur, je suis aussi chef de service. Oui. Bon. Dit que les malades sont pauvres. On va quand même disséquer ce qu'il a dit. Les malades sont pauvres. Est-ce que les malades sont pauvres? C'est l'affaire du CHU. Non. Mais quand les malades sont pauvres. Le traitement coûte très cher. Quand quelqu'un arrive, il est pauvre. Est-ce que c'est l'affaire du CHU? Il parle même des appareils qui manquent. Mais, des évacuations, non, même à Kinshasa. J'essaie de disséquer ce qu'il est en train de dire. Que quand il dit les malades sont pauvres, l'état de pauvreté, est-ce que c'est l'affaire du CHU? Bon, maintenant la prise en charge des malades, oui, la prise en charge est difficile. Difficile parce que les malades sont pauvres. Et Pas que, puisqu'il y a aussi le manque, le déficit en matériel, il le dit clairement. Mais vous devez évacuer à Kinshasa ou ailleurs. Vous savez que le gouvernement de la République a commis depuis courant 2018 l'audit sur le CHU. Et le gouvernement de la République est en train d'accompagner le CHU. En réalité, quand nous sommes en train de parler en 2024, nous sommes dans, comme qui dirait, la réhabilitation du CHU. Et il y a eu quand même
parce que les efforts du On en gouvernement... parle depuis plusieurs années, hein, la réhabilitation. mais on en parle... le gouvernement a donné des milliards de francs CFA. C'est pas... Chaque directeur qui arrive, il a sa politique. On réhabilite le plateau technique, mais toujours rien. Non, c'est la même politique qui continue. Au moment où nous parlons, quand nous parlons d'IRM, quand nous parlons de scanner, c'est dans ce processus qu'il y a eu acquisition de ce matériel. Mais le processus est en cours. Ça serait intéressant que vous passiez au CHU, que vous visitez le CHU, pour comprendre aussi que le CHU, à l'heure actuelle, c'est un hôpital chantier. Si on avait 800 lits à utiliser, et en tant qu'hôpital chantier, on a dû réduire à 500. Pour dire que, parce que la construction, plutôt la réhabilitation, concerne l'infrastructure, les bâtiments. Vous savez que le bâtiment à 5 étages, vous savez, on a construit en quelle année? Avant 1960. Il faut réhabiliter. Donc, la réhabilitation, ça prend un temps. Ça peut pas être du jour au lendemain. L'acquisition de matériel, c'est la même chose. Il faut être là pour commander, il faut attendre que ça arrive. Je peux vous rassurer que c'est en voie de réhabilitation. Mais j'aimerais quand même dire, parce que la responsabilité impose un comportement éthique. Moi, je suis directeur divisionnaire au CHU de Brazzaville. Je suis mandaté par le directeur général. Vous venez à votre émission. Vous avez un nom de mission. Vous venez à votre émission. Je peux vous parler du professeur Nkwabon, mais il n'était pas là comme représentant du CHU. Bon. Professeur, est-ce que vous pouvez nous parler de votre service, puisque vous êtes coordonnateur du bloc opératoire? On va d'abord parler du bloc opératoire. Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés que votre collègue Jean-Bernard Nkwabon? Merci, monsieur le journaliste, une fois de plus pour la question. Je voulais d'abord rebondir un tout petit peu ce que mon maître le Posserito a dit. Vous savez, la critique, elle est facile. Mais la réalité n'est pas forcément celle-là. Comment vous pouvez comprendre dans un hôpital où tout va mal, où on prétend que tout va mal, mais on a chaque 2 ans des professeurs qui sont formés. Ils sont formés sur quelle base? Si vous faites les statistiques des professeurs à la faculté de médecine de Brazzaville, donc qui exercent au CHU de Brazzaville, cette année, il y en aura peut-être encore 10 en chirurgie. L'année d'avant, il y en a eu peut-être encore 10. Donc, on a une vingtaine. Ça veut dire que si on forme des gens jusqu'à ce qu'ils deviennent professeurs, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui existe. Oui, mais pas la qualité, puisque même au Congo, on parle du système éducatif qui est totalement dépassé, mais pourtant les écoles ne sont pas fermées. Je vais arriver. Oui. Tout à l'heure, j'ai donné les statistiques de ce que nous faisons dans notre service et au bloc opératoire. Je vous prends le bloc opératoire. Oui. Le bloc opératoire, il y a à peu près 2 ans, sinon je parle sous le contrôle de mon maître qui était aussi coordonnateur du bloc, on avait 4 salles fonctionnelles pour les urgences et les interventions programmées. Aujourd'hui, on est passé à 7 salles. Ça, les gens ne le savent pas. On est passé à 7 salles opératoires qui sont fonctionnelles et on se bat tous les jours parce que le CHU subit les aléas comme toute la République, coupure d'électricité, coupure d'eau. Il vous arrive de passer 5 jours sans électricité. Non, pas du tout. 5 jours, c'est trop. 5 jours, c'est trop. Vous voyez, ça vous donne des informations qui sont fausses. J'étais au bloc opératoire. Vous savez, il y a des chirurgiens qui vont passer aussi peut-être dans votre émission, dire que là-bas au bloc, ils ne peuvent pas opérer. Mais le courant, dès qu'il part, ce matin, par exemple, quand j'étais au bloc, 10 secondes après, il revient parce qu'il y a un système de groupe électrogène qui reprend automatiquement les services critiques. Donc là, on s'est battu pour que 3 salles supplémentaires soient ouvertes. Ça, les gens ne le savent pas et les gens ne le disent pas. Deuxièmement, on projette d'ouvrir encore 2 salles supplémentaires pour faire que la gynéco-obstétrique soit autonome et pour donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Troisièmement, en tant que coordonnateur du bloc, j'ai quelquefois tenu des réunions au nom du directeur général du CHU pour dire, nous n'avons pas tout comme notre maître a dit, mais nous pouvons essayer de faire quelque chose avec ce que nous avons aujourd'hui. Faire beaucoup avec peu. On était aussi chez les autres à l'extérieur. Là-bas, il y a l'abondance, on ne se pose pas de questions, numération et autres, on fait. Mais nous, dans notre contexte, on doit contextualiser la pratique. Tenez-vous bien, certains des médecins qui se plaignent du CHU, qui insultent le CHU et tout ce qu'on fait au CHU, vous leur dites, qu'est-ce qui vous manque? Faites la liste, vous l'emmenez, on verra avec la direction comment est-ce qu'on peut trouver le minimum pour vous travailler. Mais ils ne viennent pas donner la liste. Vous savez, quelque part, il y a de la mauvaise foi. Si on veut réellement travailler, je ne dis pas tout le monde, mais je dis quand même une majorité. Je reviens au bloc opératoire. Je vous donne une information. Au CHU de Brazzaville, 80% des chirurgiens n'opèrent pas. Ils n'opèrent pas, non pas parce que la direction a interdit d'opérer, mais parce que les gens n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie d'opérer. Ils cherchent toutes les histoires, les excuses possibles et imaginables pour dire que là-bas, on ne peut pas opérer. Mais les mêmes personnes ont des grades universitaires qui sont crescendo.
C'est-à-dire qu'il passe de maître de conférence agrégé à professeur titulaire. Mais quand il devient professeur titulaire, c'est dans le cadre, logiquement, de son exercice au CHU. À elle qui ne le fait pas. Donc je pense que quelque part, il y a des efforts qui sont faits. Mais nous, on ne passe pas dans les réseaux sociaux tous les jours. Et on n'a pas besoin de passer non plus à la télé. On essaye de voir comment accompagner le DG avec le minimum qu'on a. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce minimum? Donc le bloc opératoire, je veux donner quelques chiffres. Il y a quelque temps, on essaie de faire un effort pour la stérilisation parce qu'on avait des soucis de stérilisation, on était obligé d'aller stériliser à Djiri. Maintenant, on essaye d'avoir une autonomie. Il y avait des problèmes de buanderie. Là aussi, on a essayé de réparer pour laver le linge et le stériliser. Donc aujourd'hui, les chirurgiens au CHU qui ont réellement envie de travailler vont au bloc le matin. Si on ne peut pas opérer 10 patients le matin parce qu'il nous manque certaines choses, mais on peut en opérer 3-4. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont à Kinshasa. La radiothérapie, je suis d'accord avec le professeur Kwamban, aujourd'hui, elle ne marche pas. Mais il y a des choses qu'on peut faire au CHU qu'on ne fait pas parce que les gens ne veulent pas. Mais quels sont réellement les défis du CHU à l'heure actuelle? Puisque vous parlez du minimum, de la réhabilitation, on en parle depuis pratiquement 15 ans. Je n'ai pas envie de revenir sur les différents DG qui se sont succédés à la tête du CHU, toujours dans l'optique de trouver des solutions. Mais malheureusement, le CHU reste au niveau, vous le savez vous-même, vous parlez du minimum, alors que cet hôpital de référence devrait être hyper équipé en hommes et comme sur le plan technique. Mais quels sont les défis actuels du CHU? Bon, vous parlez des défis, je vais quand même revenir sur le fait que parler du travail au CHU, ce sont d'abord les chiffres. Parce que si nous ne parlons pas des chiffres, ça donne l'impression que vous ne faites rien. On ne fait rien. Et si je vous dis, je donne quelques chiffres. En 2023, il y a eu 44 612 consultations spécialisées. Il y a eu, en termes de passage aux urgences, 27 000 à peu près. Hein, j'enlève les poussières. Les interventions chirurgicales réglées, 3 000. Et quand vous êtes réglé, réussi, ça veut dire donc, non, quand on dit réglé, ça veut dire programmé. Programmé. OK? Ouais. Et vous avez l'accouchement. On pratique 2600 accouchements. Oui, puis il y a encore des Congolais qui font confiance au CHU, mais malheureusement... Je vous dis que il y a des choses qui se font qu'au CHU. Si vous avez un problème, on doit vous opérer de la tête, il y a qu'au CHU. Faire et réussir, c'est ça le vrai problème. Mais la réussite, c'est à vous de venir, s'il vous plaît. Parce que si on part dans ce jeu de dire qu'il n'y a rien, tout est difficile. Mais vous avez aussi, parmi vous, vos parents, vos connaissances, il y a des gens qui étaient hospitalisés, qui sont sortis. Il n'y a personne. Parlons quand même du service des urgences. Nous avons vu il y a quelques semaines, le DG a d'ailleurs assisté à l'accouchement de cette dame-là dans un taxi, pendant qu'elle amorce même les services d'urgence, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que, comment vous accueillez-vous les patients au CHU au point qu'une femme accouche dans un taxi? Il n'y avait pas le dispositif qu'il fallait? Non, quand vous dites une femme accouche dans un taxi, une femme quitte d'abord la maison. Oui. Vous voulez dire qu'elle est arrivée tard? Non, même pas tard. Vous savez, l'accouchement, c'est quelque chose qui peut aller vite. Quand la femme décide d'aller, on décide toujours un jour de dire, je pars à l'hôpital pour accoucher. Mais ensuite, puis arrive que, en cours de route, ça s'accélère. Donc, qu'elle accouche dans un taxi, CHU, ou dans l'enceinte du CHU, ou à l'arrivée même, il s'agit d'un phénomène. OK? Donc, on ne peut pas dire qu'elle a accouché d'un taxi, et puis dans un taxi, de la faute du CHU quand même. Non, on parle de l'accueil. Mais l'accueil, quand elle arrive dans un taxi, et puis on crie qu'il y a une femme qui accouche. Mais vous avez vu, si vous avez vu les images, il y a un médecin qui, aussitôt, professeur aussi, Ibarra, pour lui citer son nom, il a vu, il a pris ses gants, il a pratiqué l'accouchement. Mais au contraire, il faut même féliciter. Il faut me dire que comment une femme qui arrive dans une situation qui est inattendue, et on a pratiqué l'accouchement. Mais voir ça d'un mauvais sens, moi je suis étonné. C'est-à-dire que, monsieur le journaliste, nous sommes des Congolais. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons construire ce pays-là. Le DG de CHU, il est là. Son premier objectif, c'est que tout le monde soit à son poste. Tout personnel qui travaille au CHU doit arriver à l'heure. Et lui-même, il donne l'exemple. Il sillonne le CHU avant sa tâche administrative. Mais quand il sillonne, monsieur, c'est pour voir la réalité et pour vivre ensemble avec
le personnel et pour trouver des solutions. Le deuxième objectif pour lui, c'est faire de telle sorte qu'il ait l'hygiène. Le professeur Atipo parlait tout à l'heure de la buanderie, de la stérilisation, mais qui ont été réhabilités. Je veux dire, réhabilités. Et vous devez aussi comprendre que lui, après, c'est les valeurs. Nous parlons des valeurs. Vous savez que si nous ne respectons pas notre étude de travail, comment voulez-vous que je suis payé par le CHU? Je suis le premier à diaboliser le CHU. Oui, mais parlons des défis. Je parlais tout à l'heure de défis. Vous vous souvenez qu'il y a un an de cela, le Premier ministre sur le plateau d'une chaîne sœur en Europe, en France précisément, répondait à la préoccupation de l'un de nos compatriotes, Trésor Nzila, si je me trompe pas, qui décriait le fait qu'au CHU, il manquait même des seringues. Et donc tout à l'heure, je voudrais savoir quels sont réellement vos défis actuels. Au CHU, il manque des seringues. Non, mais comment il peut manquer les seringues au CHU? Ça, il peut pas, s'il vous plaît, même si on est à ce niveau, il peut pas manquer les seringues au CHU. Comment il peut? Il y a une pharmacie à l'hôpital. Une pharmacie vide? Non, la pharmacie n'est pas vide. Je vous invite, et si c'était permis, à la minute M, d'envoyer votre équipe. Je vous assure que la pharmacie, aujourd'hui, c'est l'une des pharmacies plus équipées du pays. Du pays. Rien que par la forme, dès que vous arrivez, vous dites oui, il y a une pharmacie qui est là. Non, vous savez, non. Il y a des gens qui sont, le professeur Atipo l'a dit, ils sont loin de la réalité. Il y a des gens qui sont en quête de reconnaissance et qui sont en quête de reconnaissance et d'être nommés. Malheureusement, nous autres, on est au CHU pour soigner la population. Mais, monsieur, je voulais compléter. Oui. Vous savez, je suis content d'écouter les mots de mon maître, le professeur Itois. Je suis content. Vous savez, nous, on est... Ramenez votre micro. Nous sommes une minorité silencieuse. Oui. Minorité silencieuse qui ne passe pas dans les réseaux sociaux pour prendre quelques photos quand on a fait une intervention, qui ne passe pas dans les réseaux sociaux pour critiquer, parce que on a les diplômes les plus élevés. Je me rappelle encore, peut-être pour faire rire les gens, j'avais posé la question à mon père à l'époque où j'étais encore à l'école primaire. Est-ce que pour devenir professeur, on commence aussi par la classe de débutants? Il a dit oui, on commence par là. C'est-à-dire que professeur, on a un niveau très très élevé. Et je pense que quelque part, en s'asseyant ensemble, on peut avancer. Mais une critique qui n'est pas positive, qui est à l'extérieur, en sachant qu'à l'intérieur, on peut, elle n'abordera pas. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous, on sait que ces médecins, je vous prends l'exemple du bloc opératoire, c'est-à-dire que le jour où le CHU de Brazzaville aura un bloc où 50% de médecins opèrent, ça sera déjà un changement significatif. Mais les 80% qui n'opèrent pas connaissent des politiciens, des ministres, des sénateurs, comme Matete d'ailleurs, des députés. Et qui ont déserté. Non, c'est-à-dire que eux, non seulement ils n'ont pas envie de travailler, mais en plus, ils nous diabolisent. Donc, ils vont là-bas pour dire, ne recevez pas un tel. Parce que lui, soit il est irrespectueux, soit il est arrogant, mais simplement parce qu'on dit la vérité. Aujourd'hui, vous prenez, il y a des chirurgiens au CHU, ça fait 10 ans, il n'a jamais tenu une lame de bistouri. Il n'a jamais fait un nœud avec un fil. D'ailleurs, il ne sait même pas le faire aussi, pour certains. Mais il viendra ici à la télé pour dire, au CHU, on coupe l'eau et le courant, donc moi, je ne peux pas travailler. Oui. Mais quand on lui dit, mais le fil est là, les lames de bistouri. Parce qu'ils sont fatigués du travail dans ces conditions précaires. Pas du tout. Non, ils sont fatigués. Non, ils sont en quête d'autres vocations. Vous savez que nous autres, vous savez l'âge que j'ai commencé la médecine jeune. Donc, mes cheveux ont blanchi dans la médecine. Voilà. Et je ne fais que ça. Professeur, on va évoluer. Dites aux populations qui vous suivent actuellement, quels sont vos problèmes, puisque vous nous avez dit que le CHU en pleine réhabilitation actuellement, et quels sont les défis actuels du CHU? Rassurer la population, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas, parce que vous nous avez décrit ici tout ce que vous avez, à quel niveau le plateau technique du CHU aujourd'hui, quels sont les vrais défis? Bon, quand vous dites rassurer la population, je m'aimerais dire que la population doit faire confiance au CHU. Parce que qu'on le veut ou pas, ils viendront au CHU quand ça sera grave. Donc, faire confiance au CHU. J'aimerais également dire que le CHU est soutenu par le gouvernement de la République. Parce que le gouvernement a mis aussi les moyens et le gouvernement accorde une attention particulière à l'évolution du CHU. Et que cette population, en arrivant au CHU,
Le CHU a ses difficultés. Mais le CHU a un personnel qui, corps et âme, avec le peu, fait quelque chose. Maintenant, il peut arriver qu'il n'y ait pas tel ou tel intrant pour prendre en charge. Eh bien, vous savez que quand on dit l'évacuation sanitaire, sous d'autres cieux, mais c'est parce que lorsqu'on a constaté que notre plateau technique ne peut pas se le permettre. Donc, l'évacuation sanitaire, c'est déjà une disposition, on va dire, réglementaire. Donc, nous n'avons pas la prétention de dire que nous faisons tout. En réalité, c'est la mission de... Non, mais un hôpital ne peut pas tout faire. Monsieur le journaliste, vous partez en France, on quitte un établissement pour un autre. Ouais. Je vous dis que il n'y a pas un pays où dans un hôpital on fait tout, on fait tout. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'un Français qu'on a évacué aux États-Unis? Déjà. Mais pourtant, ce sont des pays développés. Non, on ne peut pas tout avoir. Dans le contexte qui est le nôtre, d'un pays en voie de développement, on ne peut pas tout avoir. Mais le grand problème, c'est que, comme dit notre devise, unité, travail, progrès, c'est dans l'union sacrée. Et que dites-vous, puisque je n'ai pas envie de diffuser l'extrait, le professeur Jean-Bernard Kwambon l'a dit ici sur ce plateau, que le CHU est totalement en déphasage avec les nouvelles technologies dans le domaine de la santé. La médecine pratiquée au Congo dans son ensemble est totalement dépassée. Et que dites-vous, puisque vous avez tout à l'heure vanté ce qu'est le CHU? Bon, vous savez, j'ai de grands respects pour le professeur. C'est votre collègue, il pratique le CHU comme vous. Oui, bien sûr. Mais on va aller dans le sens de dire que vous savez que la pratique de l'accouchement est restée la même. C'est-à-dire que vous et nous, nés vers les années peut-être 70, aujourd'hui, la pratique de l'accouchement est la même. Et que aujourd'hui, il y a des interventions qui ne se faisaient pas, qui se font maintenant. Je ne sais pas dans quel angle. On parle d'intelligence artificielle utilisée aujourd'hui dans la médecine. Il pense que les professeurs, sinon les médecins actuels au CHU ne sont pas... vous savez, il y a ce qu'on appelle la spéculation intellectuelle. C'est comme vous, dans votre métier. Il doit y avoir une spéculation intellectuelle où on peut rester à la maison, animer une émission. On peut rester à la maison, animer une émission. Mais pourtant, là, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Ça, il y a ce qu'on appelle la spéculation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va dire que, bon, pour prendre l'avion, maintenant l'avion, on peut téléphoner, alors qu'avant on ne téléphonait pas dans l'avion. Quand il faut éteindre les téléphones. Là, on confond la spéculation intellectuelle et la réalité. Sinon, la réalité, c'est que on a besoin de la main. C'est l'homme qui opère. Même s'il y a des robots, c'est l'homme qui opère. Je peux vous rassurer que même en France, si on prend la France, tous les CHU ne disposent pas de tout. Le constat que vous faites, professeur, est vrai. Bon, c'est vrai qu'on peut tout avoir, on ne peut pas tout avoir. Merci, mais pour ce soir, nous allons mettre un terme à cette première partie donc de cette émission consacrée au CHU. Le CHU est un hôpital de référence. Vous avez donné les dimensions géographiques, sinon physiques de cet hôpital qui a plusieurs kilomètres. Vous avez parlé de 20 hectares de kilomètres si je ne me suis pas trompé sur ce que vous avez dit. Et donc, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Nous allons donc nous arrêter à ce niveau. Et puis, je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs et chers internautes, que sur ce plateau, nous parlons de CHU avec les professeurs Itoua Clotaire. Il est directeur de l'enseignement de recherche et de l'éthique au CHU, le professeur Atipo Tiba, lui il est coordonnateur du bloc opératoire et chef de service d'ophtalmologie, toujours au CHU. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le rendez-vous de demain soir à la même heure. Nous reviendrons sur le CHU. Posez déjà vos questions sur notre WhatsApp et même sur le fil d'actualité de Tcheleka Media. Merci et à demain.